vous dites qu'après le Covid-19, certains ont ce qu'on a appelé du stress post-traumatique, alors que généralement, c'est une expression qu'on utilise pour les victimes d'attentats ou pour ou les blessés de guerre ou des gens qui ont vécu des choses terribles. Aujourd'hui, il y a des gens dont vous dites ils sont victimes de stress post-traumatique Covid. On a 20%, 20% de troubles psychiques dus au Covid, indépendamment du Covid, je parle. Indépendamment du Covid, et avec des tableaux dépressifs, des tableaux anxieux et des tableaux anxieux dont le stress post-traumatique. Et cette pandémie, ça a été un épisode traumatisant pour la population. Et il y a des gens, ils sont pris en charge, ils s'en sortent. Et il y a des moyens, de toute façon, de prendre en charge tous ces troubles. Et au-delà de ces 20%, je pense que pour la majorité d'entre nous, je parle en connaissance de cause, c'est clairement une maladie qui nous a fait sentir tous mortels. Alors que parfois, la plupart du temps, et heureusement d'ailleurs, c'est vous qui allez me le dire, le psy, si c'est bien d'oublier qu'on est mortel parfois. Mais voilà, ça nous a remis ça, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de vie, etc., ou même le niveau de santé, ça pouvait tomber sur tout le monde. Bien sûr, ça pouvait toucher tout le monde, et ça a redonné, je pense, maintenant des pulsions de vie aux gens, et des pulsions de vie de profiter de la vie, c'est ça le plus important. Alors, c'est pour ça. Pourquoi vous l'avez appelé On n'a qu'une vie? Parce que c'est vrai. C'est un titre pour moi qui est arrivé spontanément, en fait. En fait, la petite histoire, elle est drôle. J'étais dans une terrasse, c'était avant l'épidémie. Terrasse en plein été avec ma femme. On n'avait pas les enfants, on était cool. On adore nos enfants, Noé et Emilia. Bien sûr. Et on discutait, et puis on s'est dit, tiens, on n'a qu'une vie, faut que tu écrives un truc comme ça, et puis c'est parti comme ça l'histoire, en fait. Alors, vous dites qu'il faut prendre ou reprendre du plaisir, parce qu'effectivement, il y a des notions de plaisir qu'on avait un petit peu perdues, et du coup, effectivement, retourner au théâtre, retourner au concert, même la première fois qu'on est retourné au restaurant, est-ce que ça a fait reprendre conscience aux gens de certains bonheurs, finalement, de la vie qu'on avait oubliés, et est-ce que, finalement, on les roublie pas un peu vite? Moi, je vais prendre mon exemple, Sandrine. Allez-y. Mon exemple, allez-y, je vais faire moi c'est vous qui m'avez fait kiffer. Moi, je suis un fan de musique. J'allais en concert au moins une fois par semaine. Bon, confinement, etc., épidémie, plus de concerts. Le premier concert que j'ai refait, c'est vous qui m'avez invité. Et j'ai vu Patrick Bruel, qui n'est pas dans mon style musical habituel. Et j'ai adoré ce concert de Patrick Bruel. Et c'est quoi? C'est le moment de plaisir qu'il y a eu. Et on se dit, dans le cerveau... Waouh, c'est un concert, regarde, il y a les gens qui chantent, les gens sont heureux, toi t'es heureux même si c'est pas du métal. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Et c'était ça. Et le deuxième, c'était mon idole. C'était vous le deuxième aussi. C'était moi aussi que je vous invite à trop de concerts. Enrico Macias. C'était Enrico. Qui sera avec nous mercredi à 11h à cette même place là où vous êtes assis. C'est un honneur. Laurent Carilla, notre idole absolue. Mais c'est vrai ce que vous dites. Et le bonheur, tout bête de remettre des lumières dans de mettre des câbles, de mettre du son, de mettre des micros, de mettre tout ce qui fait le bonheur de nos vies. Alors vous le dites dans ce chapitre, je le rappelle, On n'a qu'une vie aux éditions Fayard. Enlevez votre veste, je vous en prie, il fait chaud dans le studio. Faites comme vous le sentez. Vous dites, il y a l'échelle du plaisir. C'est quoi l'échelle du plaisir? L'échelle du plaisir, c'est quelque chose qu'on a naturellement. Il y a des matins, on se lève, on est heureux. Des matins, on se lève, on n'est pas bien. Et au cours de la journée, on peut fluctuer. Et ça n'a rien à voir avec le ricoré, machin, non. Pas du tout, pas du tout. C'est notre échelle personnelle. Donc elle évolue vers un état très triste et à l'extrême, un état très euphorique. Par exemple... Vous m'écoutez là en ce moment tous et toutes, vous êtes tous en état d'euphorie. Vous êtes tous euphoriques. Voilà. Très bien. Donc, et ça s'équilibre toute la journée en fait. Il y a des moments dans la journée, vous avez envie de rien, vous êtes moins bien, et d'autres moments, vous êtes bien, pas mal, à fond, etc. Et quand on est malade, cette échelle est déséquilibrée. Quand on est malade avec des addictions, quand on est malade avec des problèmes psy, quand on est malade aussi avec d'autres maladies chroniques, on peut avoir cette échelle un peu déséquilibrée. Et l'idée, c'est de la rééquilibrer. Alors, vous dites qu'il y a 3 cerveaux. Oui. Tout le monde a 3 cerveaux? Tout le monde. Même ceux qui ne sont pas très non, intelligents? tout le Même monde. Poutine, il a 3 cerveaux, là? Je peux pas, je connais pas, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Vous faites pas l'analyse psy. Non. Donc, il y a 3 cerveaux pour tout le monde. Le cerveau animal, le cerveau limbique et le cerveau intellectuel. Ouais. Tout le monde a le même niveau des 3 cerveaux ou pas? Oui, on a tous ce fonctionnement de cerveau, on l'a tous. C'est-à-dire le cerveau animal, c'est des trucs basiques. J'ai faim, je mange. Oui. Non, là j'ai faim par exemple, mais je vais pas manger parce que on est à 3 mois du régime, mais il faut pas. Ouais, mais pourquoi vous dites j'ai faim, mais je vais pas manger tout de suite? Normalement, c'est animal, j'ai faim, je mange. Après, vous avez le cerveau émotionnel qui va dire
tes émotions associées à ta faim, tu peux les réguler. Et le cerveau intellectuel te dit, non, je ne vais pas manger tout de suite, je suis en période de régime, je prépare mon body positive. Ah, le body positive, on en reparlera, ça c'est un peu plus tard, d'accord. Donc il y a le j'ai faim, d'accord. Il y a le j'ai soif, et il y a l'activité sexuelle. Vous dites ça, c'est les 3 plaisirs de base. Écouter Enrico n'en fait pas partie, c'est pas le 4e plaisir de base. Alors, figurez-vous, c'est bien que vous le dites, Sandrine, vous avez un aspect scientifique important. Il y a manger, boire, les activités sexuelles, mais les études montrent aussi que écouter une musique plaisante, oui, donc je mettrai Enrico dedans, mais autre chose aussi, Enrico, Kiss, etc. Et il y a aussi être amoureux, le sentiment amoureux. Donc ça marche aussi dans le plaisir, le plaisir de balle. Alors on a donc nos 3 cerveaux qui... est-ce que finalement, suivant les jours, suivant les moments, il y a un cerveau qui va prendre le pas sur l'autre ou comment ça se passe? En situation, on va dire, physiologique, en situation, on va dire, quotidienne, les 3 s'équilibrent. D'accord. Et c'est quand il y a des pathologies, qui déstabilise un peu tout ce qui est émotionnel, etc., qui peut avoir un déséquilibre au niveau du fonctionnement. Alors, le renforcement positif, cher professeur Carilla, c'est quoi? Le renforcement positif, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez tendance à le répéter. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait plaisir, Sandrine, vous? Ça dépend des moments. Non, par exemple, donnez-moi un exemple. Acheter des chaussures. Écoutez Enrico, acheter des chaussures, oui, acheter des chaussures. Bon, voilà. Acheter des chaussures, ça vous fait plaisir. Oui. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose de positif associé à acheter des chaussures. Donc, quand vous allez préparer l'achat, vous savez que ça va vous faire plaisir. Voilà. Le renforcement positif, on répète. D'accord, ça se répète. Mais si j'en achète, ce qui n'est pas mon cas, si j'en achète 10 fois ou 15 fois dans la semaine, là, on bascule vers autre chose dont vous parlez à la fin du livre. Oui, on est plutôt dans un process d'hyperconsommation, voire d'addiction. Donc ça, c'est autre chose. On peut être addict à l'achat de chaussures. Tout à fait. Et il y a un déséquilibre du renforcement positif. Donc là... On est dans du renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on va, pour lutter contre la douleur potentielle, la souffrance liée à ce côté addictif, on va acheter. On va acheter et on va racheter. Alors, pour le renforcement positif, finalement, on a repris aussi du plaisir pendant ces mois de pandémie avec des choses très simples. Vous le dites, profitez de vos enfants, évidemment, même si on s'est tous transformés en instituts, etc. Et vous donnez plein de petits conseils comme ça. Quand on les lit, on se dit, bien sûr, il faut faire ça. Mais il faut les appliquer. Oui, mais c'est pas toujours facile. Faites des breaks digitaux. Il faut essayer de s'entraîner. Tout ce que je dis dans le livre, c'est pas des injonctions. C'est l'idée d'avoir des thèmes, des moments de break digital, des moments même pour soi, un tout petit peu. On ne dit pas arrêter de travailler, etc. Mais l'idée, c'est les exemples que je vous donne, c'est essayer de vous les appliquer et arrêter de faire des listes sans fin. Parce que les listes, les to-do listes... Ouais, faut arrêter. Faut arrêter. Et comment je me rappelle de tout ce que j'ai à faire? Vous allégez vos listes et vous allez dans un fonctionnement un peu plus lent. Non, mais en même temps, quand j'ai fait une liste, pour moi, j'ai allégé ma tête puisque c'est écrit. Ouais, mais quand vous faites des listes, vous gardez cette charge mentale. Je suis en train de choisir le Enrico en même temps que je vous parle, donc c'est pour ça. La charge mentale, oui, mais... Enfin, vous pouvez la déplacer. Vous voyez, c'est comme les... Excusez-moi si je fais en même temps ma consultation psy, chers auditeurs, mais mon équipe se plaint souvent, enfin, ils se plaignent pas vraiment. Je laisse des messages vocaux. Je laisse beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp pour dire il faudrait faire ceci ou je pense à cela, etc. Pour moi, c'est alléger mon esprit parce que je leur ai dit, donc c'est plus mon souci, entre guillemets. Et vous, alors, vous dites oui, ça allège l'esprit, mais finalement, non, c'est comme les listes ou pas? Il vaut mieux, pareil, c'est breaker dans les messages vocaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire toute la journée de messages vocaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous dites, je vais envoyer des messages vocaux. D'accord. Voilà. Comme le fameux, on regarde les mails à telle heure et on arrête de les consulter toutes les 5 minutes. Il vaut mieux être peu compulsif. Alors c'est difficile parce qu'on est dans une vie compulsive. Ce que vous dites, ça se rapproche aussi beaucoup de tout ce qu'on apprend en management ou en comment on appelle ça, les trucs personnels là, coaching personnel, développement personnel. Ouais, mais c'est ça, c'est appliqué. Alors c'est pas au stricto sensu, mais l'idée, c'est d'être dans un fonctionnement de slow life, c'est-à-dire un truc un peu ralenti, quoi. Ça peut dire que vous n'êtes pas complètement ralenti, mais l'idée c'est de décélérer dans la vie, quoi.